Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Nous allons recevoir dans un instant M. André Beaujean. Il est agent du patrimoine au conseil départemental. Bonjour. Bonjour. Sabrina Mouliomi et Siana Diochou seront aussi nos invités un peu plus tard. Slan Clotilde et Jean-Luc Sévigny de Cap Excellence seront aussi là. Sinon, l'actualité, bien sûr, c'est le boycott du prix du conseil général qui s'est fait par les cyclistes et le comité. Il y a un petit problème, on va en parler tout à l'heure. Salon des auteurs de la Caraïbe, c'était ce week-end à Ouzabim. On reviendra avec Vianney Valverde. On ira à Vieux Habitants où c'était la fête de la commune. Et aussi, on fera un petit tour du côté du Andy Festi à Mornalo. Voilà un petit peu le sommaire. Merci d'être avec nous en direct du ZCL et en direct aussi de RCI, non pas de RCI, de Radio Haute Tension et de C10 FM. Voilà pour tout. Alors, monsieur Andy Beaujean, merci d'être avec nous. Je le disais tout à l'heure en off, Fort en famille cette année, c'est vraiment fort. Hein. C'est vraiment pas mal, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, en dehors du programme classique de Fort en famille, il y a un tout nouveau dispositif du conseil départemental qui, disons, s'est greffé au programme, qui s'appelle Création hybride. Et voilà, j'ai hâte de vous en parler tout à l'heure. Alors, Création hybride, alors, c'est-à-dire que ce sont des artistes qui sont en résidence, c'est ça? Tout à fait. Donc, ils sont en résidence sur 5 des sites du conseil départemental, 5 sites patrimoniaux, donc la Ramée à Sainte-Rose, les deux forts, donc Fort Delgrès, Fort Fleur d'Épée, également Murat, à Marie-Galante. Et aussi à Port-Louis. C'est ça, à Beauport, tout à fait. Donc en fait, c'est ça, le concept de création hybride. Alors, à la base, donc en fait, ça vient dans le cadre en fait d'un dispositif d'aide aux artistes, parce que comme on le sait, bon, on est, je pense, en train de sortir de cette période de crise Covid, qui a mis à mal donc les artistes en Guadeloupe forcément, parce que bon, il y a des commerces qui ont été jugés comme non essentiels, notamment les endroits où justement les artistes pouvaient se produire et pouvaient voilà, faire leur art et vivre. Donc voilà, c'est dans cette démarche que le conseil départemental a mis en place donc, le dispositif création hybride depuis l'année dernière. Donc c'est un tout nouveau projet et c'est voilà, nous sommes à la 2e édition cette année. Voilà. Alors j'ai même cru comprendre que création hybride sera à Théo de Blues. C'est ça, c'est-à-dire en fait la restitution de la résidence de création qui se déroule donc à Murat. Donc aujourd'hui, ça commence aujourd'hui, ça démarre aujourd'hui pour une durée de 10 jours. Un peu partout aussi. Oui, partout. Simultanément, simultanément, parce que les artistes sont en résidence de création pour une durée de 10 jours. Donc du 9 au 19. Donc ça commence aujourd'hui. Et voilà, donc la restitution de création hybride Murat va se dérouler pendant le festival Terre de Blues. Oui. Effectivement. Et au niveau artistique, tous les secteurs sont touchés ou bien c'est seulement la danse ou la peinture ou le théâtre? Comment ça se passe? L'année dernière, je me souviens, il y a eu une vraie ébullition. C'est ça, et c'est là où je trouve justement où est la beauté de ce projet-là, d'où le nom création hybride. C'est-à-dire qu'en fait, c'est réellement un concept voilà, pluridisciplinaire dans le sens où sur un même site, on trouvera justement plusieurs disciplines. C'est-à-dire qu'on mettra, donc, bon, je dis une bêtise, sur le Fort Delgrès, on mettra donc une troupe de danseurs, théâtre, chanteurs, plasticiens, et en fait, toutes ces disciplines-là, toutes ces personnes-là, voilà, devront interagir et devront composer ensemble, d'où une création hybride. Et il y aura donc des restitutions à partir du 19, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire à partir du 19, donc la première restitution se déroulera donc à l'habitation Laramée, donc à Sainte-Rose, donc le 19, dès 19h. Voilà. La prochaine, donc ce sera le 20 au Fort Delgrès. La restitution, donc voilà, de la création hybride de Fort Delgrès. Le 21 mai, donc le dimanche 21 mai, à Beauport et le mercredi 24 mai donc au Fort Fleur d'Épée. Oui. Alors ces créations hybrides et ces résidences sont, j'ai envie de dire, sont en liaison avec le Fort en famille ou bien c'est deux choses différentes? Non, c'est-à-dire qu'en fait, étant donné qu'alors donc les artistes sont en résidence de création, donc libre à eux, parce qu'étant donné que voilà, c'est vraiment un projet qui doit vraiment mettre en place de A à Z, libre à eux de composer sur le thème mémoriel, étant donné que voilà, nous sommes réellement dans le mois de mémoire. Oui. Voilà. Donc c'est tout à fait en lien. Une pièce ou une création artistique en relation avec... Tout à fait. Oui. C'est complètement libre, mais voilà, c'est libre à eux, voilà, voilà, donc ils peuvent tout à fait créer sur la thématique. Ça, les créations hybrides, d'accord, mais Fort en famille fonctionne aussi. Tout à fait.
Tout à fait. Alors, Fin en famille, donc Fin en famille 2023, donc nous sommes sur la 12e édition. Oui. Normalement, on devait, je crois, être à la 14e, mais étant donné que bon, c'est ça. Tout à fait. On a dû faire une pause, on va dire. Oui. Mais voilà, donc nous sommes revenus avec le thème cette année de chaînes d'hier, briser les chaînes d'aujourd'hui. Oui. Et par rapport à cela, donc il y a une belle programmation pour mettre cela en évidence, notamment donc ce samedi 13 à la résidence départementale donc du Gosier, il y a une conférence avec le professeur Olivette Hôtelet. Oui. Donc c'est une universitaire du SOAS et elle est également membre du Conseil des historiens contre l'esclavage. Donc en fait, lors de cette conférence, elle va développer le thème, en fait, elle va vraiment développer en fait les entraves qui on va dire qui remettent en question la liberté en Guadeloupe aujourd'hui. Oui. Donc tout ce qui va toucher donc la politique, l'économie, le côté sociétal également. Donc voilà, ça risque d'être très 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 intéressant. Et très chaud aussi. Eh bien oui, mais bon, il faut ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut. Bon, et en général, le Fort en famille se termine toujours au Fort d'Elgrès avec une grande manifestation musicale, théâtrale, etc. C'est prévu? Tout à fait, toujours. Alors, c'est-à-dire que donc, le 27, il y aura... Alors, la journée du 27, ce n'est pas uniquement le spectacle. Oui. Donc, de 7h à 9h, on aura une épreuve de rando trail, donc c'est-à-dire tout autour de la muraille du Fort d'Elgrès, mais également au niveau des quartiers limitrophes, en tout cas du fort, donc le quartier du Carmel. D'accord. Oui. Donc ça, de toute façon, toutes les informations seront sur la page Facebook du conseil départemental, mais tout un chacun et même les plus jeunes pourront s'y inscrire, parce qu'il y aura un parcours également fait pour les plus jeunes, donc vraiment à l'intérieur du fort. Donc ils n'iront pas dans tous les quartiers. Et voilà, il y aura donc de 18h à 19h le 27 mai, l'inauguration donc de l'œuvre monumentale du plasticien Dimitri Fakboun. Et c'est vraiment quelque chose à voir. Qui sera à l'intérieur du fort. Qui sera à l'intérieur du fort. Et avant cela, donc avant l'inauguration de son œuvre monumentale, donc on a le vendredi 26 mai, le vernissage de l'exposition « Tu devrais être libre et je te continue », donc du plasticien Dimitri Fakboun. Et en fait, lors de cette exposition, sans trop spoiler, hein, on va retrouver donc tous les objets, les éléments qui l'ont inspiré et qui l'ont amené à concevoir donc son œuvre monumentale, qu'on verra donc le 27 au Fort d'Elgrès. Donc on verra le making-of avant le... C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire vraiment dans la continuité, on dira. C'est-à-dire voir ce qui l'a amené à produire son œuvre. Et le soir, apparemment, le grand show. Un grand show musical, donc avec Chris et Tania Saint-Val. Donc bon, voilà, ça c'est le côté, on va dire, funky. Hein, voilà. Ce sera plutôt pas mal. Voilà. Et alors, j'aurais voulu porter... Alors, insister sur quelques petites choses. Alors, nous avons donc dans notre programmation des projections de films en plein air que nous faisons donc sur les sites patrimoniaux. La toute première projection a eu lieu ce samedi 6 à l'habitation Laramée. Nous avons également le samedi 13 à Beauport. Le mercredi 17 au Fort d'Elgrès à Basse-Terre et le samedi 20 au Fort Fleur d'Épée. C'est-à-dire que projection gratuite quand même. Oui, complètement libre et gratuite. Et en fait, ces projections se déroulent sur le thème de la condition des Noirs dans le monde. Donc les films qui sont projetés réellement traitent de ce sujet-là, mais ils sont vraiment très intéressants. Et je le dis vraiment de mon point de vue personnel, c'est très intéressant. Et je tiens à préciser, on a eu donc la projection donc, du 6 mai, et à la fin de chaque projection, nous avons un intervenant qui développe, on va dire, un petit peu le sujet en question, donc la condition des Noirs dans le monde, et voilà, qui échange avec le public. Et il se trouve que le 6 mai, nous avons reçu M. Tony Cocovilloin, et il a dit quelque chose qui m'a interpellé. C'est-à-dire qu'il me disait que c'est intéressant de participer à ce genre de projection, parce qu'en fait, nous regroupons en tant qu'individus et en fait, voilà, nous ne sommes pas connectés, c'est-à-dire qu'on va consommer donc de l'audiovisuel, mais non pas à travers une tablette ou un portable. Et il disait que c'est une façon également de contourner, on va dire, cette intelligence artificielle qui, au final, en fait, est un petit peu maintenant partout. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. D'accord. Voilà. Alors, prochaine projection. La prochaine projection, donc c'est le samedi 13 à Beauport. À Beauport. Voilà. Et la dernière, c'est au Fort Fleur d'Épée le 19, le samedi 20, pardon. Samedi 20. Samedi 20, c'est ça. Bien. Ben, écoutez, j'espère que le public qui nous écoute aussi en ce moment a pris note et que de toute manière, au Fort en famille se déroule.
C'est ça. On est bien content de le revoir, il faut en famille, parce que ça fait 2 ans quand même. C'est sûr, et c'est une manifestation, il ne faut pas oublier que c'est un rendez-vous de mémoire, vraiment pour commémorer donc, les événements de la guerre de Guadeloupe et de l'abolition de l'esclavage de 1848. Et puis cette conférence dont vous parlez, ce soir à la résidence, c'est samedi 15 des résidences départementales, samedi 13, donc samedi, en fin de semaine. Ce samedi, en fin de semaine. Voilà. Avec une chercheuse, c'est une femme. Hein? Alors oui, c'est une femme, voilà, Olivette Hôtelet. Donc c'est une universitaire. Oui, voilà, c'est ça. Bien. Ben, écoutez, on vous remercie. Merci à vous. D'être venus nous dire tout ça. De toute manière, nous aurons l'occasion d'y revenir en fin de semaine pour rappeler toutes ces dates-là. On revient à l'actualité. L'actualité, ben, c'est comme chaque année en Guadeloupe, la fête de l'armistice. Vous savez qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui sont morts aussi pour la France. Et donc, chaque année, à la même période, il y a des manifestations à Basse-Terre et à Pointe-à-Pitre. Reportage Jeff Taylor. C'est un devoir que nous nous faisons à Petit-Bourg, d'honorer des hommes et des femmes qui ont donné leur vie ou quelquefois qui sont revenus après avoir combattu parce qu'il fallait mettre fin à la guerre. Ils ont contribué à la fin de cette guerre-là. Ce que nous voulons à Petit-Bourg, c'est véritablement associer de plus en plus les enfants, la jeunesse, pour qu'ils soient conscients des devoirs de chacun d'entre nous, en tout cas pour défendre les intérêts supérieurs d'un territoire. Ce qui a été fait en 1945, ce qui a été fait en 1918, c'est ce que nous attendons aussi de chacun d'entre nous, que l'on soit jeune ou moins jeune, c'est-à-dire s'impliquer dans la vie citoyenne. C'est pour moi également un plaisir de constater que chaque année, Canal 10 est là pour faire perpétuer la mémoire au niveau de nos jeunes générations à venir surtout. On représente tous ceux qui ont combattu, qui ont perdu des proches, qui ont perdu des camarades. Ça représente quelque chose. Et puis, bon, pour le 8 mai, évidemment, c'était pour la liberté, pour le monde libre qu'on commémore. Donc, en tant qu'ancien combattant d'une autre guerre, mais ancien combattant, je me fais un devoir d'être présent, indépendamment de toute considération. Ce qui compte, c'est la mémoire, c'est essayer de la transmettre aux jeunes. On devrait même faire des actions dans les écoles, hein, indépendamment de toute sensibilité politique. Ce sont des situations complètement aux antipodes, mais je crois qu'associer nos enfants pour qu'ils prennent conscience de l'intérêt de se responsabiliser dans une société, c'est une très bonne chose. Et puis il y a aussi un facteur historique que l'histoire, les épisodes difficiles, les épisodes douloureux, tout ça soit quand même enseigné aux enfants et qu'ils demeurent de meilleurs citoyens pour notre société. Je leur dirais qu'il faut être eux-mêmes, toujours penser à la paix, pas la guerre. La guerre, on a vu trop de choses abominables, il ne faudrait pas recommencer. La paix, c'est le mot d'ordre à l'ordre du jour pour moi. Voilà, on va continuer avec les reportages. Et là, on part à Vieux Habitants. Sur Vieux Habitants, c'était comme chaque année Folie en Fondas. C'est le titre de la fête de cette commune. Une commune dirigée par Jules Otto. Reportage. Tout de suite, on regarde. Eh bien, on a les fêtes patronales et là, on a trouvé un concept sur la question de Folie Fondas qui embarque la question du patrimoine et qui embarque la question du sens. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, on voit bien que donner du sens à l'action publique, donner du sens à nos jeunes, c'est travailler beaucoup sur la question identitaire. Et la question patrimoniale, pour nous, est un excellent moyen de travailler sur la question identitaire. Donc, Folie Fondas, c'est ça. C'est faire en sorte que demain matin, à Vieux Habitants, quand on vient pour la fête patronale, on vient découvrir la dimension identitaire de la commune, mais pas seulement de la commune, de la côte Caraïbe, embarquant les questions autour des cultures traditionnelles, le café, cacao, vanille, et puis le savoir-vivre des gens, le pratique, comment on a habité ces lieux, les rivières, les paysages. C'est ça qu'on veut faire à travers Folie Fondas. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui il y a des exposants, mais c'est pour marquer, et ce qu'on veut aussi au niveau de la commune de Vieux Habitants, avoir 3 temps forts au niveau dans l'année. C'est Folie Fondas, c'est un festival qui est en train de naître autour
de la voix féminine, mais portée par Médélis Batista et puis par Médé et par accident. Donc aujourd'hui, c'est le village Folie Fondas. Donc on trouve de tout puisque c'est la fête des patrimoines, des traditions. Donc il y a plein d'ateliers, plein de pratiques. L'idée c'est vraiment de mettre en musique nos patrimoines, nos traditions, avec des ateliers quadrilles, des ateliers mazurka, des ateliers groka, et puis des savoir-faire comme du chocolat pays par exemple, et puis mettre en lumière les artistes de notre commune et d'ailleurs. Voilà, Folie Fondas qui continue d'ailleurs. On va partir dans la région parisienne, cette fois-ci avec Maurice Cessé, notre correspondant là-bas, que lui aussi, il est en mouvement. Reportage, c'est parti. J'ai commencé à faire la Foire de Paris en 2000 et j'ai monté ma société en 2002. Je l'ai manqué qu'une seule fois. Ça date de 5 ans, mais je suis toujours là, toujours présent à faire valoir ses produits aux clients. On voit des personnes qui te recherchent, qui viennent demander aux étudiants. C'est parce que, pourquoi ton sorbet, il y a quelque chose de particulier? J'ai pris déjà pour habitude de faire bien un produit pour que les gens reviennent. Je ne viens pas à la Foire de Paris pour gagner de l'argent systématiquement, mais pour faire bien et que les gens reviennent. Donc le nom de ma société, c'est Laurent Point de Sorbet, mais j'ai changé. J'ai préféré mettre Petit Jean, parce qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur. Le rond-point, il faut oublier le rond-point maintenant. Bon, c'est Petit Jean. Petit Jean, parce que Petit Jean, ça passe mieux. Ça passe mieux, ça a une résonance qui est formidable. Donc Petit Jean et Marie-Galante, voilà, ça passe bien. Alors sans dévoiler le secret, qu'est-ce que tes sorbets ont de particulier? Mais ce sont les produits, la diversité des produits. J'ai une cousine qui gère son restaurant à Marie-Galante, le Reflet de Lille, sans faire de publicité, qui m'a toujours dit, Tijan, fais un produit pour mon vin. Quand il vient goûter, pour virer. Non, c'est-à-dire que mes produits, je donne à goûter à certaines personnes qui me disent ce qui manque. Donc quand ils me disent ce qui manque, je n'ai pas peur de rajouter. Parce qu'il faut toujours parler, demander conseil aux autres qui font mieux que moi certains produits, certaines choses. Mais non seulement cela, je vais revenir, puisque bon, le bokit, tu sais très bien, j'ai eu la médaille d'or en bokitologie en 2016. Et voilà, ça c'est important de souligner, il n'y a pas que des sorbets. Il y a aussi les bokits. Les bokits sont très bons. Très appréciés par maintenant. Très appréciés. Il y a du goût, il y a ce qu'il faut dedans. Il y a de l'amour et il y a cet aspect marialantais aussi. Voilà, et on continue à regarder un peu l'actualité de ce week-end. Alors, il y avait le Grand Prix du Conseil général. Vous savez, c'est une course cycliste qui se fait chaque année. Et cette année, curieusement, les cyclistes ont dit « nous pas à courir ». Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas contents des conditions de fruits, ils n'étaient pas contents des conditions horaires. Bref, il y a véritablement un blocage. D'ailleurs, il y a une réunion qui est prévue aujourd'hui, même entre le comité cycliste de Théobald et une délégation de cyclistes mécontents. Reportage Kenny Matou. Aujourd'hui, nous nous adressons à la presse, puisque aujourd'hui, le cycliste il va mal en Guadeloupe. Donc, on a des points de revendication. Retour des anciens arbitres dans l'organisation des courses. Démission du président actuel qui ne cesse de faire des répressions et ne défend aucunement les intérêts du cyclisme local. Les meilleures collaborations avec les arbitres pour un climat apaisé. L'inscription des courses au comité, c'est l'arnaque de ces dernières années. Entre 50 et 70 € pour les courses à étapes, pas aux coureurs. Exiger au comité qui doit soumettre à la FFC l'idée d'appliquer l'inscription à 8,50 €. Les clubs sont en souffrance. Cela provoque des dettes au comité. Que fait le comité avec les finances? Car nos coureurs, pour la plupart qui voyagent pour représenter le territoire, n'ont aucune aide. Tarif est appliqué. Concernant les revendications qu'ils ont réclamées, très surpris. En décembre 2022, on a fait une réunion de sécurité avec les membres de la Fédé. On a convié l'ensemble des clubs pour participer. Il y avait 8 clubs présents, restant des grands entraînés. Le comité régional n'engage pas des coureurs cyclistes. C'est vos clubs qui vous engagent dans des courses. Si le Grand Prix RCI, vous trouvez que c'est trop dur,
Sortez ni capable de courir, parce qu'il n'y a pas moi qui ne fais pas au cours là. Les gars, la loi, concernant les étrangers, la loi vous dit que les coureurs, pour moins de 90 jours, ils n'ont pas besoin de visa. Ils viennent en tant que touristes. Donc, ils ne sont pas censés prendre licence au sein d'un club français de Guadeloupe. Concernant des missions, moi, savent quand élu, c'est vrai, ça a demandé mon longtemps en début de mes fonds d'autres bitins. Mais pour le moment là, en cas au bout, on peut démissionner. Concernant le Grand Prix du Conseil départemental, on a une enveloppe de 60 000 € pour la course. Il y a quasiment 14 000 € de prix pour les 6 manches, plus le général. Sont pour s'associer. Qui paye les droits d'engagement? C'est le comité qui paye les droits d'engagement. Pas fédéral, attention. Les courses régionales, tu payes les droits aussi, monsieur Carrel. Il nous faut des grilles des prix adaptées, minimales, à la Guadeloupe. C'est ce qu'on demande. Et pour ce faire, le comité doit rencontrer les directeurs sportifs, les coureurs, les organisations, pour trouver un consensus et que tout le monde sache que voilà, je veux organiser une course, le prix minimal de la grille des prix, c'est ça. C'est ça se battre pour son comité, c'est ça se battre pour la relève, c'est ça se battre pour le cyclisme. Voilà, bien, c'est une situation un peu particulière, mais il y a bien longtemps qu'on sentait qu'il y avait une grogne de la part des cyclistes, et ça ne date pas de ce Grand Prix, puisque depuis quelques années, on sent très bien que du côté du comité, il y avait peut-être un petit peu de réorganisation à faire. Alors, est-ce que la réunion d'aujourd'hui permettra de régler le problème? Je sais que le président du Conseil général, M. Losbar, a décidé d'entrer, entre guillemets, on va pas dire qu'entrer en la guerre sans bâton, mais enfin d'entrer dans ce conflit pour essayer de trouver une solution d'apaisement, puisque c'est autour du Grand Prix du Conseil général que cette course a été bloquée. Voilà, il est déjà 12h54, on va prendre une petite pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite des événements dans le ZCL. On va recevoir dans un instant Sabrina Mouliom et Siana Diocho. À tout de suite. Active, pétillante, dynamique, élégante, naturelle, chic, décontractée, glamour. Se sentir belle comme on aime, avec un grand M comme Malibu. Retrouvez-nous vite dans nos boutiques de Jarry, Pointe-à-Pitre, Basse-Terre et sur nos pages Instagram et Facebook. Dans le film, c'est hein? La parole on y le bien. It's always move to the left, move to the right, and it's some music. It's music, but it's keeping. D'elle est un leader en puissance. Nous allons, au cours de ces événements, donner les clés, les outils nécessaires qu'il faut à la femme vraiment pour libérer son potentiel, pour vraiment avoir cette transformation dans sa vie. À cette occasion, je vous présenterai également mon livre, Les 7 clés pour activer le feu sacré, qui vont vous aider aussi à trouver en vous toute cette source de motivation d'activer votre potentiel. Je vous attends, à très vite. Voilà, on retourne sur le plateau du ZCL News. Il est exactement 13h01 et on va recevoir
pour la dernière fois, hélas. Nos deux conférencières, coach Sabrina Mounion, bonjour. Bonjour, Danick. Et Siana Diocho, bonjour. Bonjour, Danick. Alors, avant de vous interroger, on va regarder un petit reportage qui a été fait ce samedi. C'était à Vieux Habitants. Ouais. Aujourd'hui, je suis très contente parce que je suis à Vieux Habitants, parce que je suis originaire de Vieux Habitants et je remercie vraiment la mairie de Vieux Habitants et toutes les personnes qui travaillent aussi à la médiathèque de nous recevoir pour l'académie, la première édition de l'académie de la transformation au féminin. La transformation au féminin, c'est vraiment une académie où il y aura un programme très puissant qui va apporter des clés, des outils nécessaires à la femme pour qu'elle puisse libérer son potentiel et devenir la meilleure version d'elle-même. Donc, je tenais absolument vraiment à porter ça à Vieux Habitants. Et on a toujours tendance à dire que tout se fait sur la Grande Terre. Pourquoi pas Vieux Habitants, pas forcément sur la base, mais Vieux Habitants. Et puis à Vieux Habitants, il y a des personnes qui nous ont vraiment soutenus, dont Madame Létain, qui est là, et à la médiathèque. Et vraiment, on les remercie pour ça. Ce matin a eu lieu à Vieux Habitants la première conférence de la première édition de l'Académie de transformation au féminin. Donc ça s'est très bien passé. On a eu un bon retour sur le terrain. Nous avons des femmes qui se sont déplacées, qui ont apprécié, qui sont reparties, qui nous ont déjà témoigné, qui ont partagé avec nous. Il y en a qui reviendront aussi à Petit-Bourg. Donc nous donnons rendez-vous à tous les téléspectateurs pour les différentes manifestations. Et je tiens particulièrement à remercier la mairie de Vieux Habitants qui nous a fait confiance, qui a soutenu ce projet, qui l'a porté avec nous, et particulièrement le maire et la directrice de la médiathèque, Madame Létain. Aujourd'hui, nous donnons rendez-vous à tous les téléspectateurs dès mercredi. Donc mercredi, ce sera au Gosier, à la salle AJFS, au niveau de la salle Saint-Félix. Jeudi 10, ce sera aux Abîmes, au centre de ressources des Abîmes. Et samedi, ce sera à la salle Laura Flessel à Petit-Bourg. Donc nous vous attendons, venez nombreux. Donc ça a déjà commencé, nous avons des personnes même qui ont témoigné, qui ont partagé avec nous, qui ont pu repartir avec des clés, des méthodologies. Nous avons des femmes, nous avons même des hommes qui ont fait le déplacement. Donc on vous attend, venez très nombreux. Vous aussi, vous allez pouvoir récupérer ces clés, récupérer quelque chose de puissant. Alors, question, pourquoi même des hommes? Ben, ils sont venus. Oui. C'est pas interdit aux hommes, non? Non, c'est pas interdit aux hommes, justement. Oui. On était très, très contents, Siana, d'avoir vu un homme. Alors, la question, on m'a posé la question, on m'a dit de vous la poser aussi, je pense. Comment vous arrivez à combiner vos deux visions et vos deux expériences dans le coaching? Visualisation et bien-être. Bien-être. Alors, comment ça se match? Bah, ça s'est fait tout à fait naturellement parce que c'est vrai que moi, je suis certifiée coach de vie. Siana est certifiée bien-être. Mais c'est vraiment deux sphères différentes, mais aussi complémentaires qui nous permet en fait de vraiment travailler avec une personne dans différentes sphères. Oui. Et donc, sur le terrain, alors, comment ça s'organise? C'est-à-dire que on vient de voir une conférence qui s'est faite à Vieux Habitants, il y en a encore 3 autres. Comment ça s'organise quand vous arrivez? Qui commence la messe? C'est vrai que ça s'est fait aussi naturellement. C'est vrai que ça se fait très naturellement, puisque justement, c'est ce qu'on véhicule vraiment, que chacun doit être elle-même. Moi, mon concept, c'est naturellement boosté. Sabrina, c'est sois l'entrepreneur de ta vie. Et on a vraiment clairement défini notre identité. Et c'est là où on veut accompagner les gens. Et qui fait qu'il y a beaucoup de choses, quand on ne connaît pas parfaitement son identité, on peut travailler en symbiose et en synergie et en toute complémentarité. Alors, l'autre question pour Sabrina, quelles sont les demandes? Parce qu'on dit Académie de transformation au féminin. Alors, si une femme vient, elle a une demande. Quelles sont les demandes qui sont formulées à ce moment-là? Voilà. Alors, les demandes sont diverses. C'est vraiment en fonction de la problématique de la femme. C'est-à-dire que, par exemple, samedi, on a eu 2 ou 3 personnes qui sont arrivées vers nous pour parler de reconversion professionnelle. Donc, quand il y a une reconversion professionnelle aussi, c'est bien, on a cet aspect où toute la partie administrative, qu'est-ce que je dois faire, vers où. Mais avant d'aller entamer une reconversion professionnelle, il faut déjà avoir la connaissance de soi, de ses dons, de ses talents, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Donc, c'est vraiment important et aussi avoir la motivation pour vraiment aller vers cette voie.
Donc, c'est déjà une première demande. Après, Siana, est-ce qu'il y a eu d'autres demandes? Oui, j'ai eu de mon côté, j'ai vu des personnes aussi qui étaient dans cette situation que j'ai pu traverser il y a quelques années et qui étaient exactement à ce point, à ce carrefour où elles ne savaient pas trop par où commencer, comment faire, qu'elles ne voyaient pas trop le bout du tunnel. Et donc, j'ai pu orienter ces femmes dans un premier temps et ça va suivre sur un accompagnement. Alors, ça, c'est une question beaucoup plus générale, mais aussi importante pour vous. Vous travaillez en France. Oui. Vous rencontrez des Antillaises, mais pas que. Non. C'est aussi des Françaises. Voilà. Alors, est-ce que les demandes faites là-bas sont les mêmes qu'ici, pour les femmes? Moi, je dirais qu'une femme reste une femme. Oui, quel que soit le pays. Voilà, quel que soit le pays, mais les demandes ne sont pas forcément les mêmes, mais une femme reste une femme. Et une femme a envie d'être elle-même. Donc, en Afrique aussi, c'est pareil, une femme reste une femme. Oui, donc c'est similaire, je veux dire que... Les demandes sont... comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment en fonction de la problématique. La reconversion professionnelle, ou bien juste un peu de motivation, ou bien atteindre un objectif. C'est vraiment, mais en général, la demande est la même. Enfin, une femme reste une femme. Parce qu'il y a ce fameux concept dont on parle souvent, que vous avez lancé, c'est la visualisation. Et pour une femme, par exemple, qui est en reconversion professionnelle, comment on lui demande de se visualiser alors que pour l'instant, elle n'a pas encore retrouvé son job? Alors, oui. Avant de trouver son job, comme vous dites, c'est important déjà de se connaître soi. Et puis après, la visualisation permet effectivement d'atteindre des objectifs. Donc, on va faire un travail profond qui va expliquer vraiment à la personne qu'est-ce qu'elle doit faire, quels sont les objectifs qu'elle a envie d'atteindre. Là, on va poser ça. Et là, après, on va aller s'aider de la PNL, de la visualisation pour pouvoir atteindre. Alors, la PNL, qu'est-ce que c'est? Parce que pour les gens qui ne savent pas. Alors, la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Ce sont, on reprogramme son cerveau, d'où la visualisation. C'est-à-dire que au lieu d'avoir des scénarios catastrophiques, on va amener un scénario positif. Positif. Voilà. Oui. Et pour le bien-être, la positivité est importante, j'imagine. Voilà, et c'est là où on entre vraiment en complémentarité, parce que le bien-être, le concept tel que je l'ai fondé, c'est un concept bien général, mais que j'approfondis, c'est-à-dire un corps sain dans un esprit sain. Oui. Donc, c'est vraiment travailler en synergie sur, en même temps, les pensées et le corps, les deux en même temps. Et là où vraiment nous sommes complémentaires, c'est que la femme doit être à la fois heureuse et accomplie. Oui. Parce qu'il y a des femmes qui sont heureuses, mais pas accomplies. Et il y a des femmes qui sont accomplies et pas heureuses. Donc, Sabrina va être plus sur la femme accomplie, c'est-à-dire la vision, etc. Et moi, je vais être sur la femme heureuse, la partie vraiment le corps, le bien-être, mettre en place des routines et soigner ses pensées. D'autant plus que, Madame Diochou, en lisant votre livre, on voit bien que votre expérience personnelle a beaucoup servi pour voir pas moins écrire ce que vous avez produit, mais aussi pour aider les gens. Voilà, ça m'a été très utile, cette expérience. Donc, c'est parti d'abord d'une situation personnelle. Compliquée au départ? Très compliquée. Et personne, même jusqu'à présent, il y a des personnes qui ne pensaient pas que j'aurais pu m'en sortir. Et finalement, j'ai réussi à m'en sortir. Et quand on s'est sorti d'une situation, on sait comment on a fait. Et lorsque j'ai constaté vraiment que c'était une méthodologie, que j'ai commencé à partager autour de moi, j'ai décidé vraiment de me former pour partager avec le plus grand nombre, que ça devienne vraiment au-delà du témoignage, mais que ça devienne une formation. C'est pour ça que j'ai mis en place la formation aussi, que je suis en train de mettre en place, la formation naturellement boostée. Oui, alors la formation pour être l'entrepreneur de sa vie. Alors imaginez-moi, par exemple, je suis journaliste, j'ai plus envie d'être journaliste, j'ai envie d'être autre chose demain. Pour être entrepreneur de ma vie, qu'est-ce que je dois faire concrètement pour y arriver en suivant l'accompagnement du coach que vous êtes? Alors, concrètement, déjà, on va faire un état des lieux. Pourquoi, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas envie de ne plus être journaliste? Et puis, qu'est-ce que vous avez envie de faire? C'est la grande question. Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Automatiquement, il y a quelque chose qui germe et on va aller chercher à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quels sont vos dons? Quels sont vos talents? Vers quoi vous avez envie? Il y a quelque chose qui est à l'intérieur de vous ou un rêve ou quelque chose que vous n'avez pas réalisé et que vous avez envie de faire. Donc après, on va s'orienter vers là. Et après, au fur et à mesure des séances, il va y avoir aussi une atteinte d'objectifs. Après, si on voit qu'il y a des croyances limitantes pour ne pas atteindre cet objectif, on va aller aussi faire exploser ces croyances limitantes. Il y a tout un travail à faire. Alors, le coaching, d'une manière générale, je vous pose toutes les deux la question, vous aurez deux réponses.
c'est un accompagnement personnalisé ou bien sûr un accompagnement en groupe? Parce que vous faites des conférences pour plusieurs personnes, j'imagine. Mais après, comment ça se passe au titre individuel? L'accompagnement dure combien de temps? Alors, je vais répondre pour moi. Je vais répondre pour moi. C'est vrai qu'on fait des conférences. Je fais aussi des ateliers où j'interviens aussi en entreprise. En entreprise, c'est une autre forme de coaching puisque c'est un coaching d'entreprise. Là, c'est en groupe. Il y a aussi des ateliers en individuel. Il y a aussi des ateliers avec des personnes particulières, mais en groupe, mais aussi un coaching one-to-one. Le coaching de vie est vraiment un coaching one-to-one. C'est un coaching qui nous permet aussi de rentrer vraiment en profondeur avec le coaché. Donc, on a plusieurs choses à proposer. Oui. Et pour le bien-être, est-ce que c'est le même chemin ou un chemin différent? Voilà, donc en ce qui me concerne pour le bien-être, donc je privilégie beaucoup les ateliers en groupe, mais je fais aussi en individuel pour les personnes qui veulent approfondir, parce qu'il y a toujours cette dimension où on veut approfondir. Et en groupe, il y a des thématiques, des grandes thématiques sur le bien-être, puisque le bien-être, c'est la somme de 3 choses. C'est déjà l'alimentation, le sommeil et l'activité physique. Donc déjà, l'alimentation? L'alimentation. Pourquoi l'alimentation? Parce que c'est le corps en premier lieu. Le corps, et c'est vrai que souvent, pour moi, c'est tellement naturel et je me rends compte que c'est la partie que j'aborde, même samedi, quand j'ai abordé cette partie, c'est cette partie que les personnes m'ont dit qu'ils ont préférée sur l'alimentation parce qu'il y a des clés très importantes, parce que notre corps, c'est une machine et elle doit bien fonctionner, il faut lui donner tout, il suffit qu'il manque une seule chose, mais le cerveau pour ne pas fonctionner, le cœur, d'où on voit cette explosion de... C'est le cerveau quand même qui dirige quand même. Oui, c'est qui dirige le corps. Alors, le cerveau dirige, mais en même temps, l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Donc, il faut vraiment prendre soin de... J'ai entendu ça. Oui. Voilà, il faut prendre soin de son intestin. Et ce sont des informations que j'aime diffuser vraiment à grande échelle parce que ce sont des choses que les personnes n'ont pas forcément la connaissance. Et par cette connaissance, on peut vraiment améliorer son ça veut dire qu'il faut, à la limite, changer complètement son alimentation quelquefois? Pour certaines personnes, oui. Pour certaines personnes, parce qu'elles ne se rendent pas compte qu'une alimentation qui est défaillante peut entraîner des troubles, à savoir par exemple des troubles du sommeil, des troubles de la concentration, même aussi le burn-out, puisque ça atteint le psychisme. Donc, il y a un certain type d'alimentation à avoir pour avoir de bonnes pensées. Il y a des plantes à utiliser. Donc, il faut vraiment être très vigilant sur son alimentation, puisque Hippocrate, le père de la médecine moderne, disait que l'alimentation soit ton remède. Donc, notre premier remède, c'est notre alimentation. Et le sommeil vient en 3e position? Non, c'est un équilibre. Il n'y a pas d'opposition. Et le sommeil aussi, c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup, alors que le sommeil, c'est indispensable. Le repos, notre corps, il a besoin de temps de repos pour bien repartir. Et ça aussi, il faut vraiment travailler parce que vous savez qu'en France, c'est quand même l'un des pays au monde où il y a le plus de troubles de sommeil. Et ça agit parce que c'est aussi l'un des pays où on consomme le plus d'antidépresseurs, en tout cas en Europe. Et ça agit sur le reste de la journée. On se retrouve avec des personnes qui n'arrivent pas à entrer dans leur mission de vie, tout simplement parce que le corps ne suit pas. Voilà, c'est pour ça qu'on est complémentaires. Alors, l'autre question aussi qui revient, il y a eu 2 années de pandémie. Oui. Beaucoup de gens ont été suspendus, n'ont pas travaillé, ont été enfermés, etc. Est-ce que ça a influé sur leur psychisme? Et est-ce qu'au-delà de ça, les gens ont besoin de plus en plus, pour se retrouver, d'avoir un accompagnement? Oui. Personnellement, par rapport à la pandémie, effectivement, il y a eu un taux élevé de personnes qui ont décidé je dirais entre guillemets, devenir l'entrepreneur de leur vie. Oui. Ils ont décidé de faire des reconversions professionnelles, de prendre soin d'eux, de vraiment entamer cette démarche de transformation, de développement personnel. Voilà, il y a eu... Et ils ont fait appel au coaching? Voilà, ils ont fait appel à des coachs pour atteindre leur objectif. Parce que quand les gens étaient enfermés, cloisonnés... Ils ont eu le temps de réfléchir. La question du bien-être se posait. Est-ce qu'on est en bien-être, qu'on est à l'extérieur ou bien qu'on est enfermé? Moi, en ce qui me concerne, la pandémie, j'ai constaté 2 choses. Donc, j'ai constaté qu'il y a des personnes, justement, ils ont décidé de prendre... Donc, ça a été très bénéfique dans le bien-être, parce que des personnes ont décidé de se prendre en main. Elles ont décidé vraiment, elles se sont rendues compte qu'elles étaient une personne, qu'elles existaient, qu'elles n'étaient pas des
des personnes qui allaient travailler, sans vie. Donc, elles se sont rendues compte. Et donc, j'ai fait beaucoup d'ateliers sur Zoom, sur le bien-être, et ça a été très bénéfique. Et j'ai constaté aussi qu'il y a des personnes qui n'ont pas saisi cette opportunité. Elles n'ont pas su saisir cette opportunité parce que c'était aussi l'opportunité de refaire le bilan sur soi-même, de ne pas repartir dans les mêmes conditions qu'on était avec le Covid. Parce que moi, ma devise, puisque je travaille beaucoup sur les pensées, ma devise, c'est que tout est opportunité. Tout est opportunité. Tout est opportunité. Même venir aux ZCL, c'est une opportunité. Même venir où? Bien sûr. Venir aux ZCL, c'est une opportunité. Oui, c'est une grande opportunité de pouvoir partager. Alors, l'avant-dernière question, puisqu'il y a des rendez-vous à venir. Voilà. On est le 9. On est le 9. Oui. Alors, qu'est-ce qui vient derrière? Alors, demain, on sera au Gosier. Oui. Voilà. À la JSF, je crois. Voilà, à la JSF. C'est l'association avec laquelle on travaille souvent. Voilà, oui. D'ailleurs, on les salue. On sera aussi aux Abîmes, le jeudi 11 aussi, avec la mairie des Abîmes, c'est ça? Oui. Et puis le 13, pour terminer, la grande conférence du 13 à Petit-Bon. Alors, c'est une première académie. C'est la dernière? Ah non, bien entendu. Il y en aura. Nous sommes en train de préparer la deuxième édition. On pense déjà à la deuxième. Oui, on pense à la deuxième édition. Mais elle sera mix ou bien toujours féminin? C'est vrai qu'il y a beaucoup... Alors, il faut s'adapter parce que tous les hommes qu'on a rencontrés, ils ont souhaité pouvoir participer. Mais déjà, ils sont les bienvenus. Ouais. Et en fonction, on pourra s'adapter et faire... Je pense que ce serait bien de faire une petite branche pour les hommes. Pourquoi? Oui. Parce que moi, j'en ai besoin. Mais vous pouvez venir. Ben oui, je comprends. Il ne faut pas rester en marge puisqu'il est en train de se passer quelque chose de très puissant. Oui. Nous, on a commencé par les femmes parce qu'on s'est dit que dans un foyer, lorsque la femme est accomplie et heureuse, déjà, c'est valorisant pour l'homme de vivre à côté d'une femme qui est épanouie. Donc, lui-même, ça le valorise. Et en plus... ça le soulage parce qu'il sait que sa femme, il n'a pas à s'occuper de sa femme et que ce sont deux personnes qui sont complémentaires, qui vont évoluer ensemble. Donc, quand une femme est bien dans un foyer, c'est toute une famille qui est bien. Ce sont les enfants qui sont bien, c'est le mari, c'est tout le monde. Donc, c'est important vraiment on a tenu vraiment cette femme à s'occuper d'elle en priorité. Mais surtout quand vous êtes des femmes, c'est ça? Voilà, je sais ce que j'allais dire. Une femme peut plus facilement parler aux femmes parce que nous savons à quoi est confrontée la femme, quels sont les challenges et les défis qu'elle doit relever au quotidien. Et on sait que ça peut être un frein, mais en tout cas, ça doit être une opportunité et qu'on doit s'en saisir. Et c'est pour ça que la plupart des coachs, même en Guadeloupe, sont des femmes? Non. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font du coaching. C'est vrai? Je reçois ici souvent des coachs, des femmes. Chaque fois qu'il y a un débat, c'est avec des femmes. On trouve quelquefois un homme, mais en général, c'est un métier féminin ou quoi? Non, du tout. Non, du tout. Je ne pense pas. Mais franchement, c'est très bien qu'il y ait énormément de femmes coachs. Ça veut dire que déjà, il y a des choses qui se font en Guadeloupe. Une dernière chose, et on termine là. Oui. Est-ce que les coachs que vous êtes arrivent à aider les gens qui sont très émotifs? Parce qu'on dit souvent que l'émotion crée des situations compliquées et complexes pour les êtres humains, que ce soit les hommes ou les femmes. En quoi le coaching peut aider à, pas à gérer, j'aime pas tellement le mot, mais aider à canaliser les émotions? Qui répond? D'abord, Sabrina. Voilà. De toute façon, ça fait partie de mon travail en tant que coach professionnel, mais coach de vie aussi. On travaille beaucoup sur les émotions. On travaille vraiment beaucoup sur les émotions. On aide effectivement le coaché à canaliser ses émotions parce que des fois qu'on a beaucoup d'émotions, on passe à côté de certaines choses ou dans certaines situations pour pouvoir avoir la vision. Voilà, des fois, il faut vraiment canaliser ses émotions, prendre du recul et regarder qu'est-ce qui peut être fait. Donc, oui, je travaille beaucoup avec les émotions. Au niveau du bien-être, on travaille aussi sur les émotions? Alors, les émotions sont très importantes dans le bien-être, mais c'est la partie que je laisse à Sabrina, parce qu'elle est technicienne PNL, donc elle sera vraiment plus apte. Et c'est ça l'avantage de pouvoir travailler en équipe, en synergie, et de savoir à quel moment, nous, c'est notre partie, à quel moment c'est la partie de l'autre. Donc,
C'est vraiment un binôme et on travaille aussi avec d'autres partenaires où on oriente systématiquement. Quand la personne vient nous voir, on fait déjà ce premier état des lieux. Et si on estime qu'on a une consoeur ou un confrère qui pourrait vraiment plus l'aider, on va l'orienter. Ben, mesdames, merci. Merci à vous. Et puis, bonne transformation des femmes. En attendant qu'on le fasse pour les hommes. Il est déjà 13h21. On revient rapidement à l'actualité. C'était le Salon des auteurs de la Caraïbe. Reportage Vianney Balvert. C'est parti. C'est une première édition du Salon des auteurs de la ville, mais aussi de la Guadeloupe, parce que nous avons constaté qu'il y a énormément de gens qui écrivent depuis quelque temps. Il y a un foisonnement d'auteurs. Nous avons beaucoup de choses à dire et nous nous sommes demandé, après la tenue de nos différents cafés littéraires qui se tiennent une fois par mois, nous nous sommes demandé pourquoi ne pas mettre ensemble les auteurs et les lecteurs de façon à ce qu'ils puissent se rencontrer et échanger sur des thématiques diverses. Chaque année, la ville des Abîmes commémore ses aînés, commémore ses ancêtres. Et nous avons choisi cette année de débuter ce programme de commémoration par le Salon des auteurs. Donc aujourd'hui, tous les auteurs de Guadeloupe ont été conviés. Certains ont pu répondre, d'autres pas. Mais nous avons vraiment tenté d'avoir tous les auteurs et avec toutes les thématiques confondues pour aujourd'hui. Il est bon d'entendre les autres et il est bon de comprendre ce que les autres aussi font. Ça permet, je crois, une forme d'unité, même si nous sommes différents, même si nous écrivons de manière différente. Mais sur ce territoire, il est bon de savoir qu'il y a d'autres personnes qui vont vers cette forme d'art qu'est la littérature, la poésie ou encore des textes dès lors que l'on écrit, parce que nous sommes un peuple d'oralité. Et même ma mère disait la parole s'en va, l'écriture reste, et c'est ce que nous faisons actuellement. J'aurais tort, en étant auteur moi-même, de ne pas encourager cette production d'écrits et de ne pas mettre en place des situations qui permettent à nos auteurs de se rencontrer. Donc, je connais la problématique de l'écriture en Guadeloupe, mais aussi ailleurs, de la poésie, par exemple, qui est le parent pauvre de la littérature, de notre jeunesse qui a besoin d'écrire. Je connais toutes ces problématiques, c'est pour cette raison que je suis là et que j'accompagne nos auteurs. C'est l'écriture qui nous rassemble, c'est la pensée, c'est la voix qui porte aussi, et c'est aussi le partage, c'est une envie de pouvoir partager nos pensées, nos envies, nos désirs et puis notre façon de voir le monde aussi. On a chacun une vision différente de ce qu'on vit, de l'endroit où on vit, de notre place dans le monde. Et je pense que c'est important de pouvoir partager ça entre nous et aussi avec le public. C'est cette salle-là. Voilà, il est exactement 13h23. On prend la deuxième pause, c'est la dernière séquence. On va recevoir dans un instant Slan Clotilde et Jean-Luc Séligny de Cap Excellence. On va parler avec ces gens-là, justement, de Capucon. À tout de suite. Voilà, ben, c'est la dernière séquence du ZCL News. Je vous l'avais dit, on reçoit Mme Slan Clotilde. Bonjour. Bonjour. Et M. Jean-Luc Séligny. Bonjour. Bonjour. Et on va parler de manger à tout petit. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Qui commence? Ben, je peux commencer, oui. Manger à tout petit. Bonjour aux téléspectateurs de Canal 10 à la Guadeloupe entière. Alors, c'est vrai que manger à tout petit, c'est une opération que nous venons présenter, mise en œuvre par Cap Excellence, qui découle de son projet alimentaire territorial que j'étais déjà venu présenter ici. Cap-Vort, production, transformation et consommation locale. Et c'est vrai que nous avons élaboré, en réalité, sous l'impulsion bien sûr du président Éric Jalton, de la commission développement territorial, dont j'ai l'honneur d'être le vice-président, de Mme Slan Clotilde, la directrice des politiques rurales. Eh bien, nous avons élaboré un programme d'éducation alimentaire pour l'année 2023. Et donc, ce programme d'éducation alimentaire présente un certain nombre de projets, dont notamment l'opération Manger à tout petit, qui consiste à sensibiliser les parents de bébés, mais aussi de jeunes enfants de moins de 6 ans, pour la diversification alimentaire des plus jeunes. En réalité, nous essayons par cette opération de faire prendre conscience de l'importance dans un premier temps de l'alimentation et aussi d'une alimentation saine et durable. Et c'est vrai que la vocation en réalité de Cap Excellence, la dynamique que nous essayons d'insuffler à travers son PAT qui présente un certain nombre d'objectifs, j'en ai parlé. Le projet alimentaire territorial. Absolument. Oui. Nous avons répondu pour ce
se pâte à un appel à projet du ministère de l'Agriculture en 2020. Nous avons été lauréats et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous continuons sur notre lancée. Et donc, l'un des objectifs, c'est relocaliser l'alimentation pour un accès, relocaliser l'alimentation, l'agriculture pour un accès de tous à une alimentation saine et durable. Et c'est en réalité notre objectif sur ce territoire avec d'autres. Il y a d'autres objectifs, notamment aussi inciter à une prise de conscience véritablement à l'usage, en tout cas, des produits locaux dans la diversification alimentaire des plus jeunes, lutter contre l'obésité infantile, aussi lutter contre les idées reçues sur la non-utilisation ou la mauvaise utilisation des produits locaux. Et donc, nous souhaitons véritablement permettre aux uns et aux autres d'avoir un accès à une information sur les produits locaux. Madame Clotilde, enfin, je vous pose la question quand même. Vous êtes une femme, qu'on parle de manger à tout petit, ça vous parle quand même? Alors, bien sûr que ça me parle. Je suis mère de 2 enfants. Donc, une aujourd'hui qui a 13 ans et une de 8 ans, qui ont été élevés à partir de produits locaux. Et c'est vrai qu'on se rend compte que plus tôt on donne à nos enfants ces produits locaux et naturellement, ils les consomment. Oui. Voilà. Et c'est vraiment l'idée de ce programme d'éducation alimentaire, c'est vraiment d'accompagner ces parents à leur dire que les produits locaux existent, ils sont adaptés à nos enfants, et voilà comment les intégrer dans leur alimentation. Voilà, vraiment les accompagner. On sait très bien qu'il n'y a pas de livres, il n'y a pas d'outils lorsqu'on devient parent. Donc, vraiment les accompagner à ça pour que demain, nous puissions avoir nos fameux locavores. Oui. Il faut les préparer. Donc ça veut dire que ce que j'ai connu dans mon enfance, les gigos et compagnie, c'est fini? Alors, c'est l'idée. L'idée, c'est qu'on retrouve nos fameuses purées à base de fruits à pain, à base de giromont, et comment aider le parent à l'intégrer dans l'alimentation. Et dans cet atelier, puisque nous sommes sur la 2e édition, nous avons eu la première édition l'année dernière à Louis VI sur Pointe-à-Pitre. Et dans cette édition, qui se fera sous format atelier, il y a un atelier qui commence depuis l'allaitement. Ah bon, carrément? Carrément. Ah bon? Donc, nous sommes en train de dire aux parents que la diversification alimentaire commence depuis l'allaitement. Donc, ça veut dire qu'il faut que le parent lui-même se mette au goût du jour. Tout à fait. Au goût du jour, au goût du local. Oui, au goût du local. Voilà. Ouais. Donc, ces ateliers, alors cette manifestation va se passer samedi 13, de 9h à 17h, au Family Plaza à Dotema. Donc, je pense que tout le monde connaît au niveau du cinéma. Du cinéma. Donc, il s'agira pour nous d'accueillir les parents, les familles, pas que les femmes. Monsieur, madame, et les enfants. Et les enfants aussi peuvent venir, comme ça ils pourront goûter les produits. Ils pourront goûter Tout à fait, ils pourront goûter les produits. Et l'idée, c'est qu'on aura 3 chapiteaux avec 3 ateliers différents. Donc, il y aura un atelier sur le calcium, comment retrouver le calcium dans nos produits locaux et de saison, ce fameux calcium que nous devons donner à nos enfants. Voilà. Comment aussi, dès l'allaitement, intégrer nos produits locaux pour que nos enfants soient habitués déjà à ce goût. C'est le gros problème, ça. Voilà, à ce goût. J'avais posé la question tout à l'heure à M. Sédini, mais c'est un gros problème. Parce qu'en fait, pendant des années, on a donné à nos enfants des produits importés. Et ils ont perdu le goût des produits guadeloupéens, des produits locaux, vraiment. Et alors, il y a 2 problèmes qui se posent. Il y a le problème des produits eux-mêmes. Est-ce que on sait que nos agriculteurs commencent à replanter des choses qui commencent à disparaître? Et deuxièmement, la transformation, c'est-à-dire l'agro-transformation, c'est-à-dire 2 niveaux. Le côté production, le produit agro-transformation. Il s'agit là d'une question véritablement de développement territorial, s'agissant de Cap Excellence. Et donc, vous voyez, nous avons... J'étais déjà venu à plusieurs reprises ici m'exprimer à ce sujet, d'autant que, s'agissant de manger à tout petit, vous l'avez bien compris, il y a des enjeux autour de cette question de l'alimentation. Qu'est-ce que nous souhaitons consommer? Qu'est-ce que nous souhaitons donner à nos enfants? D'autant que la Guadeloupe importe
pour une grande part, son alimentation. Il ne s'agit pas d'inverser tout de suite la tendance, mais qu'il y ait un juste équilibre. Et donc, vous voyez bien que ce sont des questions qui sont fondamentales. Et Cap Excellence se doit, en réalité, eh bien, de non seulement mener une réflexion, mais mettre en place des actions qui permettraient eh bien, d'aller vers ce principe, se retourner vers nos produits. La crise nous a fait la démonstration. Nous devons être capables aujourd'hui de relocaliser notre alimentation. Si cette relocalisation est un objectif, mais la finalité, c'est bien aussi eh bien, d'initier une révision en réalité des comportements, non seulement d'achat, mais de consommation également. C'est le souhait en réalité qui est le nôtre. Et s'agissant du programme d'éducation alimentaire, c'est vrai qu'il y a Manger à tout petit, mais nous avons aussi d'autres opérations, des opérations telles que le tutoriel que nous avons mis en place, des opérations liées à Jardin d'Excellence, où nous distribuons des plans. Ce n'est pas le propre uniquement eh bien, des collectivités. Il faut que le citoyen aussi retourne à la terre. Nous avons initié la distribution, par exemple, le 5 décembre 2021. C'était notre dernière opération en ce sens, où nous avons vu s'inscrire 920 familles. Nous avons touché réellement 1260 familles et nous avons distribué 1860 plans sur le territoire, en tout cas pour le territoire de Cap Excellence. C'est une opération qui a eu lieu au niveau de la ville des Abîmes. L'année d'avant, c'était au niveau de la ville de Bémao. Et donc, vous voyez bien que nous avons ce souci eh bien, de comprendre nécessairement qu'aujourd'hui, il nous appartient de définir une orientation pour l'alimentation de ce territoire. Et si d'autres collectivités, d'autres PCI nous emboîtent le pas, puisque j'ai vu qu'il y a une autre collectivité qui est en train de un EPCI qui est en train de lancer son PAT, eh bien, ce sera quelque chose, à mon avis, de dynamique pour l'ensemble du territoire. Mais nous avons ce souci et nous avons un instrument, on en a déjà parlé ici, puisque vous voyez bien que nous percevons en tout cas le développement territorial de Cap Excellence au travers non seulement de ce projet alimentaire territorial, je le rappelle, qui est issu aussi également du programme national de l'alimentation, la loi de modernisation de 2010 de l'agriculture. Eh bien, nous avons l'intention eh bien, de travailler à la fois pour les tout petits jusqu'aux plus grands, parce qu'il y a, à mon sens, un lien entre ce que nous sommes en train de faire sur l'alimentation et demain, le projet qui est le nôtre aussi pour l'agro-transformation, l'organisation des filières, la structuration des filières. Et de ce fait, là aussi, c'est un objectif eh bien, du programme alimentaire territorial, mais aussi de Manger à tout petit, qu'il y ait quelque part aussi une structuration des filières qui permette de développer une filière agroécologique pour les bébés. Je m'adresse là à la mère de famille. Est-ce que c'est compliqué de ramener nos enfants petit à petit à la consommation de produits made in Guadeloupe? Je veux dire, redonner le goût des produits de notre pays. Alors, c'est compliqué lorsqu'on a déjà des enfants qui sont adolescents, lorsqu'on a même des adultes. C'est compliqué. Retourner le goût, ça s'apprend depuis petit. Hein? Si vous n'avez jamais donné du sucre à un enfant, adulte, il ne prendra pas de sucre. Mais on voit bien que même nous, adultes, lorsque, par exemple, on nous dit d'arrêter le sel, par exemple, au départ, ça sera compliqué. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer dans le fait de ne pas manger du sel, fera que le jour qu'on vous donnera une assiette de repas où il y a un tout petit peu de sel, ça va vous déranger. Donc ça s'apprend, mais il faut y aller doucement. Plus on commence jeune, et plus la chose est plus facile. Donc c'est vrai que l'idée, lorsqu'on commence avec nos bébés, en disant qu'on veut vraiment toucher les moins de 6 ans, l'éducation alimentaire ou même l'éducation au sens large, c'est avant 6 ans. Mais non, mais est-ce que les mères de famille qui attendent des bébés comprennent la nécessité de transformer, changer un petit peu le goût et les produits qu'ils consomment? Alors tout à fait, on a vraiment un engouement au niveau du territoire sur la problématique du manger local. On se rend compte que les familles, les populations sont vraiment intéressées par le manger local. S'il y a vraiment, et je pense qu'il faut se saisir de ça, pour dire que, et les accompagner. Ils ont besoin d'être accompagnés. Souvent, on ne se rend pas compte, c'est juste prendre un fruit, le faire bouillir, le mixer. Ça paraît simple. Mais pour une jeune maman, elle se dit, oui, mais est-ce que je peux?
est-ce que mon enfant a 3 mois, il veut commencer à manger? Est-ce que je peux lui donner du jus-roumon? Est-ce que je peux lui donner de la pastèque? Est-ce que je peux lui donner ci? Est-ce que je peux lui donner ça? Je dis qu'aujourd'hui, nous avons de la chance. Nous avons des agrotransformateurs qui se sont lancés dans les petits pots, voilà, sur le territoire, et que ça nous permet d'avoir l'apprentissage en termes d'ateliers pour les parents pour savoir faire à la maison, mais aussi le petit pot à transporter pour faciliter la vie. Et on a déjà les petits pots. Nous avons déjà les petits pots. Ils seront présents sur la manifestation. Oui. Donc, sur la manifestation, on verra comment les préparer, comment faire. On verra aussi comment préparer un repas pour toute la famille, en incluant bébé. Voilà. Et on aura nos fameux petits pots sur place. Alors, je pose une question, pas simple, mais enfin bon. J'ai connu le dictam. Est-ce que c'est revenu à la mode, ça? Mais bien sûr. Ah non, mais je ne sais pas, je pose la question. Si, le dictam, oui. Le dictam est redevenu à la mode. Le petit concombre. Aussi, pour les bébés. Oui. C'est redevenu à la mode. On retrouve vraiment, et c'est très bon. Moi, je vais vous dire que nous avons goûté, par exemple, les petits pots bébés. Oui. Et en toute franchise, même vous pouvez les manger. C'est pas seulement pour les bébés. C'est pas seulement pour les bébés. C'est une purée qui est très bonne, quel que soit l'âge. Et on se rend compte que on a vraiment des problématiques sur notre territoire, sous d'autres aussi, hein, en France métropolitaine, mais on en a, qui sont l'obésité, les maladies, les pathologies infantiles. Donc, comment lutter... des enfants surtout. Hein. L'obésité infantile. Voilà. Donc, comment lutter contre ces pathologies? Et je me rappelle avoir participé à une conférence du docteur Henri-Jean Joseph qui disait que les produits qui sont... Les aliments qui sont produits sur notre territoire correspondent à nos besoins. À nos besoins. Tout à fait. Ils correspondent à nos besoins. C'est notre ADN. Absolument. Tout à fait. Oui. Donc, c'est pareil. Hein, vous irez dans un autre pays, il va falloir consommer les produits de ce pays. Tout à fait. On ne dit pas il faut rester Madine Wada. Oui, non, mais je dis ça. Mais alors, ça veut dire quoi? J'ai posé la question, M. Céline, il ne m'a pas tout à fait répondu. Est-ce qu'au niveau des producteurs, il ne va falloir pas booster un petit peu la production? Parce que je me souviens avoir reçu une diététicienne qui me disait, ouais, mais je veux bien donner des produits de Guadeloupe, ce qu'on appelle les produits locaux à mes fournisseurs, etc. Mais à mes enfants ou aux personnes, mais il n'y a pas suffisamment de production. C'est ça. Alors, le point de base, ça, la base. Ça. Cap Excellence a pris son bâton de pèlerin pour initier, ce n'était pas forcément l'objectif, mais je me dois de répondre à la question, initier des rencontres avec les producteurs et véritablement les sensibiliser pour qu'ils comprennent, et nous l'avons fait sur la Guadeloupe proprement dite, sur Marie-Galante, la nécessité qu'il y ait une véritable organisation. Et d'ailleurs, lorsque nous avons eu à organiser des rencontres, eh bien, c'était bien le problème de certains d'entre eux qui considéraient qu'effectivement, il manquait un lien. Et je crois que nous n'allons pas pouvoir tout faire, mais au moins nous allons pouvoir nous proposer notre participation pour qu'il y ait ce lien, pour favoriser effectivement l'écoute entre les agriculteurs, les agrotransformateurs et qu'on puisse nécessairement se mettre ensemble. Et c'est l'objectif. Et je crois qu'il ne faut pas oublier non plus que Cap Excellence, lorsque nous avons des actions que nous développons, nous essayons de communiquer le plus que possible, mais nous accompagnons également. Et on vient de parler de Rachel Lolia. Oui. Rachel Lolia, nous l'avons accompagnée au niveau de la commission développement territorial à Cap Excellence. Il y en a d'autres également qui viennent nous voir. Il y en a d'autres également qui se rapprochent de nous nécessairement par rapport au projet Agropa Caraïbes Excellence. Donc, il s'agit pour nous d'avoir l'esprit que seuls, nous n'allons pas pouvoir faire. Je le disais tout à l'heure. Il y a d'autres PCI qui développent leurs pattes. Et c'est véritablement cette succession de développement de pattes qui permettra, à mon sens, de trouver un meilleur équilibre et se retourner vers les produits locaux que nous n'arrêtons pas, nous, à notre niveau à Cap Excellence, de valoriser. Et nous avons eu beaucoup d'opérations en ce sens qui entendaient justement faire prendre conscience de la nécessité pour nous-mêmes de nous retourner, elle vient de le dire, Mme Clotilde, mais ce sont des produits qui sont adaptés à notre développement et il convient qu'on en prenne conscience. Et les objectifs qui sont les nôtres en tout cas, pour manger à tout pitié, pour le PAT, c'est aussi favoriser l'éducation alimentaire, l'éducation au goût et lutter contre l'obésité infantile puisqu'on en parlait. Et donc nécessairement ces opérations que nous mettons en place permettent d'aller vers, en tout cas, ce pacte qui offre un cadre, me semble-t-il, permettant de mettre en place des actions stratégiques et opérationnelles répondant aux enjeux économiques, sociaux, environnementaux et aussi de santé.
Madame Clotilde, oui. Oui, donc je voulais rajouter aussi, en portant ce type d'action, c'est un accompagnement aussi aux cantines scolaires. Oui. Puisque de plus en plus, ils auront l'obligation d'avoir un certain nombre de pourcentages de produits locaux au sein de la cantine scolaire, la base. Oui. Mais si les enfants ne sont pas initiés à ces produits, ils le rejettent. Tout à fait. Ils les rejettent et on rentre dans le gaspillage alimentaire. Oui, alors, il est important d'avoir à l'esprit que l'opération que nous menons, Manger à tout petit, est à destination, c'est vrai, des tout petits. Parce qu'il est nécessaire d'avoir à l'esprit qu'en éduquant très petits, on a l'objectif et on a la possibilité d'avoir des bébés locavores. Et le locavorisme, il faut le rappeler, c'est un mouvement qui prône, puisque vous en parliez tout à l'heure, est-ce que nous nous retournons vers nos produits? C'est un mouvement qui prône la consommation de produits locaux, fruits et légumes, dans un rayon restreint autour de son domicile pour favoriser le développement durable. Donc c'est bien cette idée de locavorisme que nous entendons faire passer aussi, avoir un réflexe de se retourner vers les producteurs, les agriculteurs, les agrotransformateurs autour de son domicile. D'abord penser à celles et ceux qui produisent autour de nous avant que de se retourner vers l'extérieur. Alors donc samedi à partir de quelle heure? À partir de 9h, oui. Au Family Plaza, à Doutemar. Oui. Et il y aura tout. L'entrée est payante ou gratuite? Non, c'est gratuit, c'est totalement gratuit. C'est ouvert à tous, c'est ouvert à toute la Guadeloupe, à tous parents, mère, père, mais il faut qu'ils viennent avec les enfants quand même. Alors, ils peuvent venir avec les enfants, comme ils peuvent venir aussi tout seuls. Hein. Oui. Tu sais, s'ils passent par là, ils se disent, ah, mais tiens, on va faire un petit tour. Donc, ils peuvent venir avec les enfants, aussi sans les enfants, il n'y a pas de souci. L'idée est vraiment de les sensibiliser, de leur montrer que c'est possible. Donc, on donnera les outils, les astuces, voilà, on retient pouvoir... Ça. Je profite pour dire à nos téléspectateurs que bientôt, dans le cadre de l'année du fruit à pain, il y aura une chronique ici qui va s'appeler Instant fruit à pain, où chaque semaine, quelqu'un viendra expliquer tout ce qu'on peut faire avec le fruit à pain, parce que je ne sais pas si M. Céline le sait, mais moi, je l'ai entendu souvent, fruit à pain, c'est peut-être un cochon. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte de la richesse à tous les niveaux de ce fruit. C'est d'ailleurs l'année... Ça en a un fruit, ça en a un légume, donc, qui est très porteur. Et donc, le développement du fruit à pain, ça rentre justement dans le cadre du développement d'une alimentation saine. C'est d'ailleurs l'année du fruit à pain. J'ai participé au lancement de l'année du fruit à pain au Lamentin, invité par une association. Effectivement, je représentais... voilà. Mais voilà, en tout cas, on vous remercie d'être venu. Merci beaucoup. Et puis, le rendez-vous est pris pour samedi à partir de 9h, l'ouverture de la manifestation, le début des ateliers, pratiquement un atelier toutes les heures jusqu'à 16h, et transformer nos bébés en locavores. Voilà. Tout à fait. C'est le mot est dit. Merci à vous. Merci. Un dernier tour en actualité, c'est à Morne-à-l'Eau, il y avait Andy Festi Morne-à-l'Eau, Olivier Mouradel était là, on regarde. Il est essentiel de valoriser l'ensemble des personnes atteintes de handicap, que ce soit physique ou psychique. Et c'est naturellement que nous avons instauré cet événement avec l'aide de l'ensemble de nos partenaires et de nos collaborateurs pour pouvoir permettre aux personnes atteintes de pouvoir pratiquer des activités physiques et sportives, mais aussi d'avoir une main tendue sur le social avec de la formation et de l'emploi, puisqu'il y a le pôle emploi qui est présent, mais il y a également le conseil départemental et la DRAGES pour pouvoir leur transmettre des informations au niveau de tout ce qui est formation, emploi, accès à la pratique d'activités sportives aussi au sein des structures telles que des associations sportives. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est la première fois. Je pense que chaque année, au cours des années à venir, ce sera pareil. Et donc, c'est la première fois. Il fallait prendre à bras le corps ce projet de Morgane. Et nous sommes ici pour cette première édition. Je pense que toutes les communes de la Guadeloupe, normalement, devraient faire une manifestation telle que ce que Morne-à-l'Eau fait en ce moment, ce jour-là, pour montrer effectivement à tout un chacun que l'handicap, ce n'est pas une fatalité, mais c'est une force aussi. Et c'est de montrer le bien vivre ensemble. Le bien vivre ensemble, c'est de se respecter, de ne pas se dire que j'ai pitié pour lui. Non. On n'a pas besoin de pitié de quiconque. La seule chose qu'on a besoin, c'est de se faire respecter et aussi d'apporter, bien sûr, de l'amour tout un chacun. L'handicap, on l'a tous en nous. Mais le truc, c'est qu'il y a certains qui sont invisibles et visibles. Et je dis que ce serait bien de commencer par la maternelle avec les enfants, de les inculquer, justement, c'est quoi l'handicap ?
comment quelqu'un handicapé, il vit, comment il fait, comment il se motive, comment il accepte son handicap. Aujourd'hui, on doit travailler pour l'avenir. Parce que c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est de montrer l'exemple, c'est de donner justement cette force et cette énergie à toutes les personnes qui sont en situation de handicap. Sachant que l'handicap n'arrive pas comme ça, on n'achète pas une maladie. L'handicap, elle arrive, mais maintenant il faut anticiper, il faut l'accepter pour permettre effectivement de vivre comme tout un chacun sur cette terre. Voilà, bien, c'est fini pour aujourd'hui. On a fait le tour de l'actualité. On a nos invités. Je rappelle qu'en début du ZCL, on a eu M. André Beaujean pour le Conseil général qui nous a parlé de FORF, mais aussi de toutes ces manifestations qui auront lieu, et notamment cette conférence le 13, ce sera samedi 13, d'une spécialiste chaîne de l'esprit, chaîne de la mémoire, c'est important. On a reçu ensuite Sabrina Mouliom et Siana Diocho, deux coachs conférencières qui sont nous inviter toute cette semaine en Guadeloupe et qui feront une grande conférence samedi 13. Ce sera à Petit-Bourg. On a terminé avec Slana, Clotilde et Jean-Luc Deligny pour parler de manger à tout petit. Quant à l'actualité, l'actualité était très riche. On est allé à Vieux-Habitants pour la fête de Vieux-Habitants. On a parlé de l'armistice, du BAB, j'ai envie de dire du BAB même, qui s'est créé au niveau des coureurs et le comité régional, ce qu'on appelle le conflit entre les coureurs. Je pense qu'il y a une réunion qui se tient en ce moment et devrait pouvoir trouver une solution. Théobald est en grande difficulté vis-à-vis des cyclistes. Ils ont décidé de boycotter Kousla et donc j'espère qu'avant le tour de la Guadeloupe et de tout de Margaret, surtout bientôt, que ce sera réglé tout ça. Salon des auteurs de la Caraïbe, belle manifestation organisée par Cap Excellence et la Ville des Abîmes. C'était ce week-end. Des écrivains sont venus présenter leurs ouvrages. On a entendu Madame Francette qui nous a parlé de ça. Et puis, nous sommes aussi allés à Vieux-Habitants. C'est la fête. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était assurée par Yann avec son assistante Joanna. Et nous, on se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle édition du ZCL News. À tout de suite.